mais l'État est très faible quand il s'agit de maîtriser ses propres frontières. L'État est fort là où il devrait être faible, et faible là où il devrait être fort. Beaucoup de Britanniques, peut-être la majorité aujourd'hui, sont très perplexes. Ils se demandent ce qu'est devenu leur pays. Et ça, c'est un des phénomènes les plus palpables, les plus tangibles. On peut se jouer des gens pendant un certain temps, mais à la fin, la vérité, elle va sortir et elle sort maintenant. Maintenant, la question est posée par la population. Vous voyez ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quelque chose, sinon, ça va de la bagarre. Remember this. You're in no position. Praised Israel's independent judicial investigate the allegations. Alors, on a un gros sujet, parce que c'est une actualité que j'ai vue dans l'été, et je voulais absolument commencer l'émission par ça. Il y a un professeur de l'histoire de la guerre et des stratégies militaires au King's College de Londres, qui est une personnalité très intéressante que je suis déjà depuis plusieurs années, qui s'appelle David Betts, alors je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui est un éminent professeur, et qui a publié au courant de l'été, sous forme d'article, une prédiction qui est assez apocalyptique, qu'on entend déjà depuis longtemps, hein, cette petite musique, mais on voit quand même qu'il y a une logique d'accélération. Son idée, c'est la possibilité que d'ici 2030, il y ait une guerre civile qui éclate dans l'un des 15 principaux pays européens. Il estime à peu près à 90% de chances que ça arrive, et 60% de chances que si une guerre civile éclate dans l'un de ces pays, il y ait des répliques dans d'autres, hein, que donc ça se propage. Et David Betts souligne le fait qu'il y a deux pays qui sont, on pourrait dire, les meilleurs candidats, la France, mais surtout le Royaume-Uni. Qu'est-ce que vous en pensez de cette prédiction? Je pense que son analyse n'est pas de celle qu'on rejette d'un revers de la main, parce qu'il connaît le sujet, il est spécialiste des guerres civiles, donc il sait reconnaître les signes précurseurs de cela. En même temps, quand on parle de guerre civile, nous avons l'habitude de nous référer à des exemples historiques où il y a surtout des factions très précises qui se battent les unes contre les autres. Nous parlions tout à l'heure, n'est-ce pas, de la guerre civile britannique ou anglaise du XVIIe siècle. Il y a eu des guerres civiles dans d'autres pays au cours de l'histoire. Je pense que son analyse est subtile parce qu'il parle d'une sorte d'effondrement, d'abord de l'ordre établi, et du fait que, en gros, comme la guerre aujourd'hui ne ressemble pas exactement à la guerre d'autrefois, la guerre civile à venir, si elle arrive, ne ressemblera pas à des guerres civiles que nous avons connues. Et que ce ne sera pas comme si toute la population se diviserait immédiatement en deux camps. C'est plus compliqué que ça, mais le danger d'un effondrement de l'ordre public et de l'état de droit est très réel. Et ces prédictions se réaliseront si on ne prend pas les mesures nécessaires pour empêcher que cela n'arrive. C'est à la fois une prédiction, mais aussi un avertissement qui nous encourage à prendre la bonne direction. D'ailleurs, David Betts explique bien dans sa théorie, parce que bon, il l'a publié, mais on peut le voir dans des tas de podcasts anglo-saxons, il explique bien que si une guerre civile... En fait, le terme de guerre civile n'est pas tout à fait exact, parce qu'en fait, il ne parle pas d'un affrontement, par exemple, comme on pourrait l'imaginer entre des populations extra-européennes et les populations de souche, mais il imagine plutôt un soulèvement des populations de souche contre
l'establishment, contre le gouvernement britannique, qui aurait été poussé à bout, on pourrait dire, par les politiques migratoires. Donc on est quand même loin d'une guerre civile comme on pourrait l'imaginer, comme la guerre civile espagnole, avec deux clans clairement établis. Et il y a une question que je voulais vous poser, parce que c'est dans l'analyse de David Betts, il parle d'un phénomène que j'ai découvert en fait avec son analyse et qui m'a paru assez surprenant. C'est le phénomène des Blade Runner. Alors ça reprend le titre du célèbre film de Ridley Scott et de Denis Villeneuve. D'ailleurs, le 2 est un peu meilleur que le 1 de mon point de vue. Oui. Mais il parle alors si j'ai bien compris, d'individus qui détruisent des caméras de surveillance. On le sait, au Royaume-Uni, notamment à Londres, il y a énormément de caméras de surveillance partout dans le centre-ville. Et d'ailleurs, en règle générale, ça participe à cette idée que le Royaume-Uni, depuis quelque temps, glisse vers une sorte de totalitarisme mou avec une logique de société de surveillance. On en parlera notamment avec, vous savez, les différents sites qui ont été bannis où il faut montrer la carte d'identité. Quel est ce phénomène qui est pour David Betts une sorte de signal faible, de signaux avant-coureurs que la guerre civile pourrait éclater? Il faut dire d'abord que s'il y a il y a déjà presque une sorte de soulèvement d'une partie de la population. On appelle ça pour le moment une grogne. Mais évidemment, c'est par poche. Géographiquement, ce n'est pas uniforme. Et ce n'est pas non plus uniforme par, on peut dire, idéologie. D'abord, depuis longtemps, le Royaume-Uni est un pays de vidéosurveillance. Et ça, c'est au nom de la police, parce qu'on a réduit le nombre des forces de l'ordre et on a essayé de compenser en mettant des caméras partout. Il y a aussi le phénomène des caméras qui surveillent les voitures à Londres depuis longtemps pour attraper les automobilistes qui ne payent pas le prix. Voilà. Ou qui roulent avec le mauvais véhicule dans une zone de pollution réduite. C'est-à-dire, voilà. Donc c'est un peu comme en France, quand il y a eu sous Ségolène Royal, vous vous souvenez peut-être mieux que moi maintenant, mais Ségolène Royal qui voulait introduire des postes presque de douane sur certaines routes pour que les camions doivent payer des péages pratiquement. Et ces postes ont été détruits, vandalisés par des inconnus, mais qui représentaient un peu l'opinion des riverains dans ces localités. Eh bien, il y a le même phénomène au Royaume-Uni. On ne veut pas les caméras, on ne veut pas qu'on nous paye, qu'on nous demande de payer. On ne veut pas être surveillé tout le temps. En même temps, il y a aussi des criminels qui n'aiment pas les caméras. Donc, c'est une des rares occasions où il y a convergence entre les criminels et les gens honnêtes. Mais c'est bien un symbole parce que si on va encore plus loin, on sait que maintenant l'État et la police, surtout au Royaume-Uni, surveillent nos posts sur les réseaux sociaux et qu'on peut se faire arrêter et punir pour des posts. Et souvent de manière très draconienne. Donc là, il y a, on peut dire, une insatisfaction qui gronde et qui se traduit par les caméras qui sont détruites par différentes raisons, pour différentes raisons. Mais par différentes personnes, pour différentes raisons. Mais on peut dire qu'il y a une sorte d'effet Robin des Bois. Vous voyez ce que je veux dire ici? C'est-à-dire de héros populaires qui ne cherchent pas à s'attirer la gloire, mais qui passent à l'action parce qu'ils ont compris le sentiment général. Alors, il y a beaucoup de ces Robins des Bois. Le problème, c'est que, bien sûr, dans les médias mainstream, comme on dit, on les présente comme étant des militants d'extrême droite. C'est trop facile, c'est juste une façon de disqualifier et les personnes et le sentiment populaire qui est derrière. Donc, nous en sommes là aujourd'hui. Et bien sûr, je pense que vous allez en parler. Une des expressions les plus évidentes, c'est cet été,
les manifestations contre les hôtels de migrants. Donc il y a vraiment, vous l'avez dit, il y a eu au cours de l'été beaucoup de manifestations et ça fait maintenant plusieurs mois que des manifestations ont éclaté au Royaume-Uni. Je pense notamment à la suite de l'ignoble attaque au couteau qui a ôté la vie de 3 petites filles à Southport, il me semble, par un Britannique d'origine rwandaise. Aujourd'hui, l'immigration est devenue au Royaume-Uni un sujet extrêmement polarisant. C'est devenu véritablement un sujet qui est porté par une partie des Britanniques de souche. J'aimerais comprendre une chose, c'est qu'on sait que l'immigration au Royaume-Uni, au niveau des profils, est très différente de celle que l'on retrouve en France. En France, ce sont plutôt les pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, mais au Royaume-Uni, c'est absolument pas le cas. En fait, ils ont hérité on pourrait dire, d'une migration qui correspond à leurs anciennes colonies, comme c'est le cas d'ailleurs de la France en somme. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y ait autant une pression migratoire au Royaume-Uni? Qu'est-ce qui explique qu'historiquement, il y ait eu une transformation aussi drastique de la société au Royaume-Uni qui, de mon point de vue, dépasse même ce que l'on peut retrouver en France, parce qu'on a l'impression que, véritablement, les Britanniques ont mis le doigt dans l'engrenage et le bras est parti avec. Qu'est-ce qui explique qu'historiquement, qui est responsable de ça? Parce que, par exemple, en France, dans les années 70, on sait que Valéry Giscard d'Estaing, avec la pression notamment du patronat, a ouvert la possibilité, notamment aux immigrés qui venaient des pays du Maghreb, de venir en France, de rejoindre leur famille avec le regroupement familial. Qui est responsable au Royaume-Uni? Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre dès le début, qui est assez déroutant, c'est que la France a beaucoup plus d'immigrés que le Royaume-Uni, en principe. C'est étonnant, c'est de dire que les Britanniques sont devenus ultra sensibles à ce sujet, tandis que les Français, ils sont sensibles, bien sûr, mais moins. Et l'autre problème, c'est que on reste focalisé sur l'immigration illégale, clandestine, je n'hésite pas à qualifier ça d'immigration illégale, tandis que les vrais nombres, ça vient de l'immigration dite légale. Donc on est toujours on tombe dans ce piège, c'est-à-dire on dépense des ressources, on consacre des ressources énormes à la question des migrants clandestins, sans vraiment nous soucier de cette grande population qui est entrée légalement sur le territoire. Alors il y a plusieurs phénomène, mais un peu comme dans la plupart de l'Europe de l'Ouest, c'est une pression qui monte depuis des décennies. Et à certains moments, certains personnages ont crié « halt », ils n'ont pas été entendus, ou ils ont été même dénoncés et refoulés. Par exemple. Enoch Powell, déjà en 68, son grand discours, il a été plus ou moins poussé hors du Parti conservateur. Il n'a pas été expulsé tout de suite, mais poussé dehors. Et comme ici d'ailleurs, il y a eu une sorte de doxa. On ne doit pas critiquer l'immigration, sinon on est raciste. Et derrière aussi, un autre phénomène qui est, comme vous l'avez évoqué concernant Giscard d'Estaing, le besoin de main-d'œuvre. Et le fait que, bon, d'abord, beaucoup des autochtones ne voulaient plus faire certaines tâches. Et ensuite, le fait que tout le monde au Royaume-Uni, en France presque, ambitionne d'être un col blanc. Et de toute façon, il y a moins de place dans les usines parce qu'il y a moins d'usines. Et dans la mesure où il y a des sales boulots, on préfère que ce soit fait par d'autres. Ce phénomène-là s'est développé énormément au Royaume-Uni ces dernières années. Et un des plus grands problèmes du pays actuellement, et surtout depuis le coronavirus, depuis la pandémie, c'est que les Britanniques, il y en a énormément qui ne veulent plus travailler. Ça ne se montre pas dans les statistiques de l'emploi parce que beaucoup de ces personnes se sont mis en dehors du marché de l'emploi.
Donc il y a toute une population invisible qui prétend avoir des maladies mentales, des problèmes, ou des problèmes physiques peut-être, mais qui se prétendent incapables de travailler. Donc, d'où un phénomène, mais terrifiant, qui est que, à la suite du coronavirus, le gouvernement britannique a invité à donner des visas de travail à des millions de personnes. Et quand il y a des millions de personnes qui arrivent à la fois, parce que quand on cite les chiffres, c'est là, Julien, où il faut comprendre les chiffres et voir ce que cela représente. Le gouvernement britannique donne le solde migratoire chaque année, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont arrivées, moins le nombre de personnes qui sont parties. Donc si on regarde ce chiffre, ça veut dire que le nombre de personnes qui sont arrivées est encore plus grand. C'est ça qui est terrifiant. Et donc les Britanniques, d'un côté, ils savent qu'il y a toutes ces personnes venues de l'étranger pour travailler. Et ils se sentent un peu coupables parce qu'ils savent peut-être quelque part qu'ils auraient dû faire ce travail eux-mêmes. Mais en même temps, ils ont en face des migrants clandestins qui semblent incarner la perte de maîtrise par leur État. Et c'est un des paradoxes. Je vous laisse avec ce paradoxe. L'État semble très fort par sa capacité de surveiller ses citoyens, les caméras, les gens qui vérifient les posts sur Internet. Mais l'État est très faible quand il s'agit de maîtriser ses propres frontières. C'est un paradoxe, mais qui fait peur à tout le monde. L'État est fort là où il devrait être faible, est faible là où il devrait être fort. Je pense que vous avez soulevé un point intéressant au début de l'entretien, qui est le fait que Gustave Le Bon disait que les peuples avaient des caractères. Et je suis très surpris de voir la réaction extrêmement rapide des Britanniques ou des Irlandais comme une sorte d'anticorps par rapport à l'immigration, avec notamment les manifestations, etc., ce qu'on n'a jamais vu en France. C'est-à-dire qu'en France, cela fait plusieurs années que l'on voit les fléaux de l'immigration, ou des sujets connexes à cette immigration, comme par exemple les attentats islamistes, etc. Et je n'ai jamais vu en France de véritables manifestations ou de démonstrations de force. Le seul groupe qui le faisait, c'était Génération Identitaire, et qui très vite a été balayé et dissous par le gouvernement. Mais j'ai l'impression que dans votre caractère, comme le disait Le Bon, chez les Irlandais et chez les Britanniques, il ne faut pas trop vous marcher dessus quand même. C'est-à-dire que je suis très surpris. Et d'ailleurs, c'est un peu l'angle mort de l'analyse de David Betts qui n'analyse pas en fait. Lui, il pense que la France et le Royaume-Uni sont à peu près au même stade. Mais je pense que les Français, aujourd'hui, sont devenus trop mous. Il n'y a pas de véritable réaction. Alors qu'au Royaume-Uni, il y en a quand même une, sachant qu'en plus, le gouvernement britannique est extrêmement dur avec ceux qui pourraient, bien plus qu'en France, puisque vous avez une liberté d'expression qui se limite désormais à peau de chagrin. Est-ce que vous percevez quand même, vous qui en plus connaissez très bien la France et qui êtes britannique, est-ce que vous percevez ces différences de caractère entre nos deux peuples? C'est bien dit, Julien, parce que comme je l'ai dit au début, les Britanniques semblent encore plus sensibles à cette question que les Français. Et je me souviens que l'année dernière, l'été 2024, quand on voyait ces manifestations et ces émeutes, puisqu'il y en avait des deux. Il n'y avait pas que des émeutes, il y avait des manifestations qui, par ici ou là, se transformaient en émeutes, ça arrive. J'étais sur un plateau de télévision à l'époque, et on commentait, et moi j'ai fait la comparaison avec toutes les manifestations et émeutes, plutôt émeutes que manifestations d'ailleurs, après la mort du jeune à Nanterre, Naël. Et je disais, attention, parce que les émeutes, les événements en France en 23, ce sont des actions de personnes issues de l'immigration. Tandis que les actions au Royaume-Uni en 24, ce sont en quelque sorte, j'ai dit, une révolte de blancs. Eh bien, on n'a pas aimé sur le plateau de télévision que je souligne ce point évident. Je ne suis pas en train de dire, bon, c'est une question purement de race. Je veux dire par là que
les personnes en Angleterre qui se révoltent, ce sont des gens qui appartiennent à la majorité des citoyens ordinaires et qui en ont marre. Ce qui va peut-être changer les choses, je ne sais pas. Je disais tout à l'heure que pour moi, David Betts, c'est autant un avertissement qu'une prédiction. Même le gouvernement travailliste a compris qu'il y avait un problème, d'autant que son électorat est largement fait de gens ordinaires, des classes populaires, on peut dire. Donc, Starmer, il est pleinement conscient du problème. Et je crois que la grande difficulté de tous nos dirigeants d'État en Europe de l'Ouest, ce n'est pas le cas aux États-Unis, heureusement pour eux, c'est qu'ils ne voient pas comment traiter le problème. On dit, souvent, maîtriser l'immigration, c'est une question de volonté politique. D'accord, mais je pense que cette volonté, elle se retrouve un peu partout, parce que les politiques, ils savent, comme on dit en anglais, de quel côté le pain est beurré. Ils savent qu'ils ont besoin de gagner des voix électorales. Le problème, il manque l'intelligence pour le faire. Ils ne savent pas comment traiter le problème. Starmer, à mon avis, il est assez désespéré en ce moment, non seulement par la situation économique du pays, mais aussi par son incapacité à régler le problème de la Manche. Mais il voudrait bien. Et c'est parce qu'il a nommé une nouvelle ministre réputée très, très dure, très dynamique, pour régler le problème, parce qu'il sait que s'il ne règle pas ce problème-là, eh bien, peut-être qu'il n'aura pas à durer jusqu'en 2029. Il est conscient. Donc ça, en quelque sorte, c'est un point presque positif. C'est-à-dire que personne ne peut plus ignorer. En revanche, en France, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, il sait où est le problème, il a une idée de ce qu'il faut faire. D'ailleurs, il y a eu des contacts entre lui et les Britanniques ces derniers mois sur diverses questions. Ces contacts sont très encourageants. Mais le reste du gouvernement, et puis le président lui-même, c'est juste quelques gestes, quelques paroles ici et là. Il ne semble pas avoir compris les sentiments profonds de la plupart de la population. Et ça me choque. Je voulais rebondir sur un nom que vous avez cité et qui est extrêmement important. C'est celui de Tommy Robinson, donc qui veut se donner ce rôle de Robin des Bois. Quel est son avenir à Robinson? Parce que c'était quand même, il y a de cela quelques années, une personnalité très décriée, qui a pu avoir des propos un peu border, mais aujourd'hui, il a un rôle de premier plan, ce qui est rare pour un militant, pour un lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il pèse autant que des hommes politiques qui existent dans le paysage politique britannique depuis des années. Vers où il va? Parce que c'est quand même, il a fait de la prison, on sait qu'il est quand même toujours dans la ligne de mire du gouvernement. Il n'a pas d'ambition politique. Je crois que d'ailleurs, il a soutenu un autre candidat que Nigel Farage, mais on aura l'occasion de parler de ce dernier un petit peu plus tard. Quel rôle il va jouer, Robinson, maintenant? C'est un personnage unique, sans pareil, on peut dire. Et vous parliez tout à l'heure, Julien, de caractère national. Je pense que seul le Royaume-Uni aurait pu produire quelqu'un de pareil. Où le pire côtoie le meilleur, c'est le bordel. Comment interpréter, comment lire ce personnage? Il est très talentueux. Il est très éloquent. Ce n'est pas du tout un idiot, ce n'est pas du tout un hooligan. C'est quelqu'un qui sait réfléchir et lire, il se documente, il a écrit des livres qui ne sont pas vendables sur Amazon, mais qui pourraient bien contenir des choses intéressantes. Il manque un peu de ce sens critique qu'auraient eu autrefois les universitaires. Je ne cite plus les universitaires comme exemple de sens critique parce que, à part les sujets scientifiques, les universitaires aujourd'hui sont pour la plupart des militants
sans aucun sens critique. Mais autrefois, c'était différent. Bon, il n'a pas ce sens critique, donc il mélange souvent beaucoup de choses vues sur Internet, etc., etc. Certaines sont justes, certaines sont fausses. Il parle de beaucoup de sujets dont on devrait parler et les autres n'en parlent pas. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pire côtoie le meilleur. Et malheureusement, si on pouvait, par quelques opérations alchimiques, extraire le meilleur et laisser de côté le moins bon, il aurait une influence énorme, je pense. C'est ça un peu son problème et son positionnement. On peut le suivre sur la plateforme Getter, lancée par un des conseillers de Trump, voilà, tout à fait, qui est une plateforme où on peut lire beaucoup de choses qu'on ne lit pas ailleurs, même pas sur X. Il faut filtrer, etc., etc. Mais là, on entend beaucoup de choses. Tommy Robinson est en même temps le repoussoir idéal pour toute la gauche et le centre, et même le centre droit. On parlait tout à l'heure des difficultés qu'ont même des politiques courageux comme Thatcher et d'autres, en subissant les critiques complètement injustes, souvent de la plupart des médias et des autres politiques. Tommy Robinson, c'est en quelque sorte le rêve pour ces critiques-là. Parce que, ah oui, lui, c'est un raciste, c'est un skinhead, c'est un hooligan, c'est un voyou, c'est un menteur. Et donc, son succès est la cause des limites de son influence. Ce qui est intéressant, c'est justement, et on arrive à Nigel Farage, c'est que, comme vous le savez sans doute déjà, bien sûr, au début de l'année, fin 24, début 25, Nigel Farage a fait une petite opération de dédiabolisation, comme on dit en France, comme Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il a essayé de montrer que je suis plus proche du centre que vous ne croyez parce que je me sépare de gens comme Tommy Robinson. Oui, les deux d'ailleurs n'ont pas de bonne relation, hein, il faut le rappeler. Voilà. Et c'est à ce moment-là que Elon Musk est arrivé par le haut en disant « Moi, je préfère Tommy Robinson ». Et qui a eu la brouille aussi avec Rupert Lowe, qui était un député de Reform UK, qui, pour le dire simplement, était sur la ligne Zemmour, parlant même de réémigration, etc., qui avait une ligne beaucoup plus dure que celle de Farage. Oui, oui. Farage, quand même, ce n'est pas un modéré, mais il sait modérer son langage, ce que ne savent pas faire beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, il semble avoir surmonté ses épreuves. On parlera de lui tout à l'heure peut-être, mais pour revenir à Tommy Robinson, vous voyez que même pour Farage, il a servi de repoussoir. Si vous voulez être en de bons termes avec l'establishment, vous niez celui qui est... Sur votre droite. Exactement, exactement. Tout le monde a besoin de quelqu'un d'encore plus à droite. C'est ça. Mais en fait, ce qui est très utile d'un point de vue politique, puisqu'on l'a vu, beaucoup disaient que l'arrivée dans l'arène politique d'Éric Zemmour en France, tout le monde allait se regrouper autour d'Éric Zemmour, et résultat, en réalité, ça a été un marchepied pour le Rassemblement national qui a fait des scores dantesques, justement parce que Éric Zemmour était le paratonnerre des médias. Il en a pris plein la gueule de tous les côtés, et Marine Le Pen a pu finaliser le processus de dédiabolisation. C'était la cerise sur le gâteau, la pièce finale qui a permis de parachever la dédiabolisation qu'elle souhaitait déjà depuis plusieurs années. Eh bien, Farage a compris la leçon, il l'a appliquée, et déjà, il en récolte les fruits puisqu'il caracole en tête des sondages. De toute façon, c'est ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni avec Reform UK. C'est exactement le même processus, mais qui s'est passé de manière beaucoup plus rapide, par une espèce d'accélération. En France, il y avait donc le pouvoir qui était partagé en guise d'alternance avec les Républicains et le Parti socialiste.
Le RN est arrivé en disant de toute façon c'est l'UMPS, en reprenant donc l'ancien nom des Républicains, pour dire que c'était bonnet blanc et blanc bonnet. Et désormais, la droite traditionnelle qui était acquise plutôt au LR, etc., s'est focalisée sur le Rassemblement national parce que les Républicains en France ont enchaîné les trahisons, surtout spécifiquement avec le mandat de Nicolas Sarkozy. Et j'ai l'impression qu'au Royaume-Uni, il y a eu la même logique avec Reform UK, sauf que ça s'est déroulé de manière beaucoup plus rapide. C'est un météore, Farage. J'aurais jamais pensé, il y a encore de cela quelques années, je me souviens, puisque je regarde pas mal de vos contenus au Royaume-Uni, du fait qu'il avait participé à l'équivalent de la ferme célébrité, Oui. où on le voyait en tenue d'aventurier avec des candidats issus de la télé-réalité. Et il disait à un moment, je me souviens d'une scène lunaire où il est au bord d'un feu de camp avec les autres candidats. Et il leur dit, moi je serai Premier ministre de manière tout à fait détendue. Et aujourd'hui, il est en passe de le devenir. Alors, on n'y est pas encore, hein, il y a du temps, c'est un marathon, hein, l'épreuve politique. Mais comment Farage, qui a toujours fait partie du paysage britannique, c'est quand même celui qui est aussi à l'initiative du Brexit, en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui à la fois n'a jamais été impliqué directement dans les affaires, mais qui a toujours joué un rôle énorme. C'est un personnage clé pour comprendre aujourd'hui la politique au Royaume-Uni. Est-ce que vous pensez qu'il va vraiment devenir Premier ministre? Eh bien, oui, comme vous le dites, il est depuis longtemps un personnage clé. Il exerce une influence profonde sur la direction que prend le pays, d'abord par le Brexit, ensuite aujourd'hui par cette révolte, on peut dire, révolte qui gronde pour le moment. Il n'a jamais exercé vraiment le pouvoir au sens traditionnel du terme. Il n'a pas vraiment eu de mandat où il gérait une institution autre que son propre parti. Donc, il faudrait voir ce qu'il ferait s'il était au pouvoir. Il y a des gens qui disent c'est un homme de communication et d'influence, mais pas un gestionnaire. Pas de terrain, c'est pas... On verra. Tout est possible. On n'en sait rien. Il est parfaitement capable de se faire élire à la tête du pays sans aucun doute. C'est pour ça que Starmer est devenu l'homme de gauche le plus à droite pratiquement de l'Europe aujourd'hui. Parce qu'il a compris qu'il faut qu'il soit sur le terrain où se trouve Farage. Sinon, Farage va tout prendre. Donc, on a vu pour le moment des mesures, parmi les mesures les plus strictes contre l'immigration depuis longtemps. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, qui est responsable de cette évolution des choses, on peut, je pense, cibler surtout les mandats de Tony Blair comme une grande expansion de l'immigration, suivi des deux mandats de David Cameron, le conservateur, qui, lui, élu pour la première fois en 2010, il a dit « il faut qu'on réduise absolument le nombre annuel des immigrés ». Donc, il était sur cette ligne-là. Et il a nommé, et c'est ce que font toujours la plupart de ces dirigeants qui veulent s'occuper de la question de l'immigration, on nomme à la poste de l'intérieur quelqu'un de féroce, une sorte de vrai Rottweiler. Et le Rottweiler de David Cameron, c'était Theresa May. Et elle est restée là, au ministère de l'Intérieur, jusqu'au Brexit, où elle est devenue première ministre. Pendant tout ce temps-là, les fonctionnaires avaient pour instruction tacite de rendre la vie impossible aux demandeurs d'asile, aux demandeurs de citoyenneté. Et avec tout ça, l'immigration a augmenté sans limite.
Donc, c'est pour ça que je reviens à cette idée il faut de l'intelligence. Et donc, Starmer s'est fait élire en critiquant la politique du gouvernement conservateur de Rishi Sunak et de Boris Johnson, qui consistait à envoyer au Rwanda des personnes sans aucune légitimité sur le sol britannique. Donc, il a tout de suite aboli ce projet. Et dès qu'il est arrivé? Dès qu'il est arrivé, à mon avis, maintenant, il le regrette énormément. Et que de temps perdu. Hein. Il y a des rumeurs comme quoi il aimerait bien recommencer quelque chose de pareil. Oui, mais il ne peut pas choisir le Rwanda, ça serait trop visible. Et trop visible, incroyable. Trop visible. Absolument. Et si on part du principe que Reform UK est l'équivalent du RN, même si bien entendu, je pense que Reform UK est beaucoup plus libéral sur les questions économiques, ça c'est sans commune mesure, mais je parle vraiment de l'aspect immigration, etc., qui pourrait endosser le rôle d'Éric Zemmour? Est-ce qu'il y a une droite face à Reform UK politique, hein, je ne parle pas forcément de Tommy Robinson ou de lanceurs d'alerte. Est-ce qu'il existe un parti sur la droite où on arrive au maximum, c'est le plafond de verre? Oui, on n'a pas l'habitude d'avoir trop de partis politiques au Royaume-Uni. C'est vrai. Donc, on est déjà là au maximum. La conscience publique ne peut pas gérer plus d'options. Et Farage, donc, il a pris ses distances avec Robinson et aussi, comme vous l'avez si bien dit, avec Rupert Lowe, qui était un peu sur sa propre droite à l'intérieur. Donc, il comprend très bien quelle doit être sa propre ligne. Et maintenant, il a besoin d'un certain degré de respectabilité. Et dans une certaine mesure, bon, il faut qu'il soit actif, mais de l'autre côté, il sait que le cours des événements, en ce moment, ne peut que le servir. Et la déconfiture du parti conservateur, ça va aussi dans son sens. Le parti conservateur, aujourd'hui, a le plus grand mal à se faire entendre ou à percer. C'est un parti qui a encore beaucoup de sièges, mais qui est l'ombre de lui-même. Exactement comme les Républicains en France, c'est-à-dire qu'il y a toujours un maillage territorial très fort parce qu'ils ont des bons élus de terrain qui, à un échelon local, font le job, mais il y a des traîtres à la tête du parti, donc c'est compliqué. Petit fait curieux, cette année, le Parti conservateur a reçu plus d'argent en dons que les autres partis. Il y a toujours des incohérences, mais oui, c'est un parti qui est au plus bas, comme les Républicains presque.